Imaginez-vous immergé au milieu de la forêt tropicale amazonienne. Autour de vous, un écosystème foisonnant, des centaines d'espèces d'insectes sur un seul arbre. La vie est partout où se pose le regard. Changement de décor. Rien d'autre autour de vous maintenant que l'horizon quasi désert de la toundra arctique. Désert ? Pas tout à fait. Quelques espèces de plantes et d'animaux se sont adaptées pour survivre aux conditions extrêmes de ce biome, là où les arbres se sont mis à pousser à l'horizontale. D'un côté, une profusion et une abondance de vie semblant illimitées, et de l'autre, une économie végétale et animale à son minimum. On s'attendrait à ce que ces territoires, aux antipodes l'un de l'autre, aient incité leurs habitants humains à construire des sociétés très différentes. Eh bien, non. Il est alors même surprenant de découvrir que ces peuples portent un regard similaire sur des mondes si contrastés, que l'on y retrouve la même tradition chamanique, que la domestication y est rare, très légère, voire inexistante, que dans les deux cas, l'importance de la chasse et des rituels l'accompagnant sont primordiaux. Ailleurs, dans le monde, dans des territoires à nouveau très variés, comme ceux de l'Asie du Sud-Est, d'autres peuples partagent ces traits en commun. L'anthropologue Philippe Descola a proposé de relier toutes ces populations sous un même terme, celui de l'animisme. Parce que justement, bien que leur cadre de vie diffère, ces populations entretiennent un rapport similaire avec les autres habitants, c'est-à-dire les animaux, les plantes, mais pas seulement. Et ont de ce fait un lien différent du nôtre vis-à-vis de la nature. D'ailleurs, la nature n'existe pas là-bas, ou plutôt pas comme on se l'imaginerait. L'Amazonie est un territoire bien connu de Philippe Descola, tout comme les populations qui parcourent cette forêt. De son étude de terrain sur place est sorti Les Lances du crépuscule, un livre décrivant son immersion chez les Jivaro Achoar. Il a aussi occupé la chaire d'anthropologie de la nature au Collège de France, et son nom est souvent associé à celui de Claude Lévi-Strauss, penseur de l'anthropologie structurale qui a été son directeur de thèse. En 2005, et c'est ce qui va nous intéresser, il publie Par-delà nature et culture, dans lequel il propose une autre manière d'aborder les rapports entre nature et société. Comment comprendre ce titre ? Il s'agit de prendre conscience que ce découpage familier, avec d'un côté la culture, ce que nous avons construit en tant qu'humains, que ce soit des constructions matérielles comme les objets ou immatérielles comme les conventions sociales, et de l'autre la nature, c'est-à-dire à peu près tout le reste, eh bien ce découpage n'est pas universel. Il n'est pas partagé par tous les peuples qui existent ou qui ont existé sur cette planète. Il n'est pas unique. Par contre, il a pour conséquence de créer une séparation nette entre nous, les hommes, et le reste, les non-humains. Mais en conséquence, cela nous a permis d'évoluer techniquement, car en nous séparant de la nature, nous avons pu la dominer. Parfois à notre détriment, mais ça c'est une autre histoire. Donc pour mieux comprendre ces peuples qui ne partagent pas notre vision du monde, il faut accepter de mettre de côté le découpage nature-culture. Et justement, Philippe Descola veut démontrer qu'il y a différentes manières d'envisager le rapport aux autres et que l'on peut même les répartir dans des catégories. Il découvre que certaines choses sont donc permises, pensables dans une catégorie et plus difficilement dans une autre, parce que le regard porté sur le monde a un impact sur la structure des sociétés. Donc, qu'est-ce qui caractérise la catégorie animiste ? Celle que l'on retrouve aussi bien dans la forêt d'Amazonie que dans la toundra de Sibérie. Le chapitre justement qui lui est consacré dans le livre a pour titre « Animisme restauré ». Pourquoi restauré ? Parce que le terme choisi a derrière lui une longue histoire de définition et de théorie. Malgré tout, Philippe Descola l'utilise, mais seulement après l'avoir débarrassé des couches de sens qui se sont accumulées. Il y a eu notamment la thèse de l'anthropologue Edward Taylor qui nomme animisme ce qui serait d'après lui la première religion de l'humanité, c'est-à-dire la croyance selon laquelle les êtres non humains posséderaient aussi une âme. Après avoir été très suivie, sa thèse fut critiquée notamment pour deux aspects. Premièrement, pour avoir fait de l'animisme l'origine de toutes les religions. Et aussi qu'il y aurait, d'après lui, un ordre figé dans l'évolution du religieux, par lequel tous les peuples du monde seraient passés ou devraient passer. Dans le langage commun, on l'utilise pour qualifier des croyances religieuses. On peut lire par exemple que le shintoïsme au Japon est une religion animiste, même chose pour certaines croyances africaines.
Mais je ne vais pas m'étendre sur l'histoire de l'animisme. Il faut cependant bien comprendre que l'usage du terme par Descola n'est ni celui de Taylor, ni celui que l'on entend habituellement. Il n'est pas question ici de présenter l'animisme comme une religion, mais plutôt comme une manière de se représenter l'environnement, et plus particulièrement notre relation entre les humains et les non-humains, entre soi et les autres. Voilà donc sa définition. Imputation, par les humains à des non-humains, d'une intériorité identique à la leur. C'est-à-dire que des humains attribuent aux autres les mêmes capacités à penser qu'eux. Si on l'interprète selon notre manière de découper le monde, eh bien un peuple animiste admet que de la même manière que les humains, les non-humains, donc potentiellement les animaux, les végétaux, les minéraux, les objets, possèdent une culture, donc qu'ils maîtrisent des techniques, qu'ils ont des rituels, des conventions. Les humains et les non-humains ont des normes sociales identiques, ce qui leur permet de communiquer ensemble. Tapirs, humains, phoques, arbres, esprits et ombres, oui, même les ombres ont leur communauté et des conventions sociales. Prenons un exemple. Chez les Wari, une population indigène du Brésil d'Amazonie, on raconte que le pécari fabrique de la bière de maïs et le jaguar parti chasser revient à la maison pour que sa femme puisse cuisiner sa proie. Est-ce que cela veut dire que les Wari le pensent vraiment ? C'est un peu plus complexe. En fait, ils savent que le pécari ne cultive pas le maïs, que le jaguar ne fait pas la cuisine. Mais ces animaux, eux, s'imaginent le faire. Ils s'imaginent agir comme des humains. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils n'ont pas, ou plutôt ils n'ont plus, le même corps. Parce qu'au départ, dans les mythes de création animiste, humains et non-humains sont faits de la même matière et se sont différenciés seulement plus tard. Ils continuent donc à partager une même intériorité, une même âme, celle de l'époque où rien ou presque ne les distinguait. Il fut un temps où les animaux et les humains parlaient tous la même langue. Cette considération d'une âme commune à tous n'est pas juste un mythe, une histoire à se raconter au coin du feu. Pour les peuples animistes, cela a de réelles répercussions sur leur vie quotidienne et la structure de leur société. Par exemple, l'animisme classique ne permettra pas la domestication, parce que ce serait devenir le maître d'un animal qui est censé être notre égal. De manière générale, tout un tas de rituels et de comportements sont mis en place pour s'accorder avec le fait que les animaux et les plantes qu'ils mangent ont une âme identique à la leur. C'est le cas chez les chasseurs inuits. Les animaux, qui dépendent directement de l'esprit de la mer, ne se laissent pas prendre si facilement. Ils ont une âme, et le chasseur doit demander pardon à l'animal de l'avoir tué et s'assurer que son âme a bien rejoint la cohorte des animaux afin qu'il puisse renaître pour être à nouveau chassé. Pour cela, les gens de l'Arctique pratiquent toutes sortes de rites, dont le plus courant consiste à faire des trous dans la glace pour y enfoncer les vessies gonflées des phoques et des morses tués pendant l'année, afin que leur âme rejoigne les profondeurs marines où vivent les esprits. C'est dans les rêves que les hommes, que les animaux, que les plantes, dépouillés de leurs corps respectifs, peuvent se retrouver. La chouar va par exemple rêver de l'esprit gardien d'un gibier qu'il souhaite chasser le lendemain pour obtenir son consentement. Le chaman est la personne parfaite pour interagir avec le monde des esprits. Pour cela, il se lie avec un animal qui lui servira de guide et en lequel il pourra se transformer. Ce sont des guérisseurs qui entrent en contact avec les esprits pour demander de l'aide quand une personne est malade, par exemple. Au début de la vidéo, j'ai insisté sur la différence des environnements dans lesquels se développe l'animisme. Mais un élément au moins les réunit. Ces sociétés prennent place dans des habitats où l'homme est minoritaire par rapport au reste des êtres vivants. En Amazonie, comme dans les régions polaires, les lieux d'habitation sont très éloignés, et il faut parfois une semaine de marche avant de rencontrer autre chose que des plantes et des insectes. Les non-humains sont des voisins alors très présents. Ce sont donc eux qui deviennent des interlocuteurs, sinon privilégiés, en tout cas qui finissent par acquérir un rôle très important dans les interactions quotidiennes. L'animisme est une des 4 catégories dont parle Philippe Descola. Toutes les 4 présentent des façons très différentes de vivre avec notre environnement. J'ai esquissé rapidement celle qui nous est la plus familière, celle qu'il appelle le naturalisme, avec son découpage nature-culture. Par rapport à l'animisme, c'est une façon d'habiter le monde qui est effectivement très différente. Et ce n'est pas la seule. Pourquoi s'intéresser à tout ça ? En essayant de répondre à cette question, une citation de Goethe m'est venue. « Celui qui ne sait aucune langue étrangère ne sait pas sa propre langue. » De la même manière que pour les langues, découvrir d'autres formes de société, prendre conscience que nos façons de penser ne sont pas innées mais construites, et que d'autres peuples, à différents endroits du globe, interagissent avec le monde autrement, pensent différemment de nous, tout cela peut nous permettre en retour de mieux nous comprendre, de mieux comprendre la société dans laquelle nous avons grandi et que nous finissons par ne plus voir, par ne plus questionner.